Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette ronde numéro 3 du tournoi mensuel de Manaful qui verra s'affronter Ezio contre Hidetsugu et Kairi. C'est donc Antoine, le joueur d'Hidetsugu et Kairi, qui débute avec une île. D'expérience, c'est un match-up qui est assez compliqué pour Ezio, notamment parce que, en tout cas j'ai pu m'entraîner à titre personnel contre Diego Dimir qui est le créateur de Hidetsugu. Donc c'est vrai que c'est un match-up qui est assez difficilement abordable, notamment dû à la densité de contre et de removal qui est plus élevée du côté donc d'Antoine. Mais par contre du côté de Kozukin, on va avoir plus de menaces intrinsèquement meilleures euh, que son adversaire. Par contre, Hidetsugu et Kairi, il faut se rappeler que c'est un deck contrôle combo qui va donc chercher à tricher des sorts d'éphémère ou de rituel depuis le dessus de notre bibliothèque en fin de compte d'infliger autant de blessures que la valeur de mana et de pouvoir le lancer gratuitement. C'est donc un général qui peut surprendre en faisant du card advantage, mais aussi en fait avoir une 5-4 vol en command zone, c'est pas des stats anodines, ça peut vraiment terminer la partie. Donc je vous fais la petite présentation pendant qu'il y a les échanges de bons procédés de début de partie naturellement. Ça fait des surveillances, ça va chercher ses Lorien Revealed, ses îles dessus. Dans les premiers tours, ça va être assez décisif, surtout pour Ezio, qui va devoir chercher à résoudre soit un Ezio, soit une autre menace qu'il va chercher à défendre. Et du côté d'Antoine, donc de Hidetsugu et Kairi, il va falloir chercher à temporiser les premiers tours, se développer, faire du card advantage autant que possible. Typiquement, Belful Strix, ça répond à plusieurs de ces cases, ça en coche plusieurs. Ça va être un body qui est neutre puisqu'il fait piocher à l'ETB, mais en même temps vol ainsi que Death Touch, donc c'est vraiment dur à passer pour Kozukin. Pour le coup, une carte qui peut permettre de passer ce Belful Strix, c'est Pipin. C'est une sorte de Mother qui protège mais également qui attaque, avec tout un tas de mots-clés et de textes qui est assez pertinent dans le deck. C'est assez intéressant du côté de Kozukin de chercher à proposer un tour de setup, typiquement en proposant Pipin en premier lieu, avant de développer un Ezio ou d'autres bestioles en pouvant les protéger. Faut se rappeler aussi que la Ward 1 n'est vraiment pas anecdotique sur Pipin. On se rappelle d'à quel point elle était pertinente dans Raffine notamment. Pour 2 mana, on continue de proposer du gaz du côté de Kozukin avec un Psychic Frog. Voyons voir si Antoine a une réponse. Pour 2 mana en réponse, c'est une Choldred's Edict qui va demander de sacrifier une créature non jeton. Alors, je ne sais pas trop si c'était lancé en réponse ou à la résolution, d'accord. Donc a priori on dit fin de tour du côté de Kozukin pour du coup gérer ce Psychic Frog. Assez intéressant du coup de voir et de donner l'information à l'adversaire que on met en termes de value Pipin au-dessus du Frog. Frog qui est une menace mais qui ne sert pas à protéger notre menace principale, à savoir Ezio. Du côté d'Antoine, on profite du fait que Kozukin n'ait pas 2 mana up pour pouvoir lancer un potentiel Orcish Bowmasters et on fait un Brainstorm main phase. On cherche peut-être un fetch à sacrifier justement pour faire une sorte d'ancestral recall, donc piocher 3 cartes, en remettre certes 2 au-dessus, mais 2 qui ne seraient pas nécessairement pertinentes dans le match-up ou qu'on n'aurait pas forcément envie de jouer. Pour 2 mana, on continue avec un Dimir Signet. Et en fin de tour, on propose un Fatal Push du côté de Kozuki. L'idée c'est donc de retirer cette petite bestiole qui est assez embêtante pour pouvoir rentrer des points. Justement, les dégâts de gratte, on sait à quel point c'est important dans Ezio. Il y a surtout les 7 premiers points à aller chercher, le reste c'est des formalités. Donc en réponse de la réponse, on profite du côté d'Antoine du fait que Kozukin est full tap pour essayer de détruire Pipin.
On paye évidemment la ward. Sinon le sort est contré, ce sera un peu dommage. Il y a un Wash Away qui est pioché du côté de Kozukin. Wash Away qui dans le match-up est extrêmement pertinent parce que non seulement il peut contrer le général, mais pour rappel, la capacité de Keiri Detsugu exile les sorts avant de les lancer. Donc on peut contrer le sort qui est lancé depuis l'exil gratuitement avec un Wash Away. Ça c'est un petit trick qu'il faut garder à l'esprit pour tous les joueurs de bleu qui affrontent Hidetsugu et Keiri. Du coup ça y est, on enclenche la marche avant en lançant un Ezio. Sachant que Antoine a quand même bien temporisé, notamment avec son Baleful Strix, il est toujours à 20 points de vie. Phase d'attaque, on va essayer de diminuer ça un petit peu. Alors il était à 19, autant pour moi. Il n'avait pas pris en compte le fetch de la Prismatic Vista. Du coup pour 1, on a un Go for the Throat, pour 2 pardon. Et en main phase, on propose un Sauron's Ransom. Là l'idée c'est de creuser à fond pour essayer justement de trouver des solutions, de faire du card advantage, potentiellement de récupérer un gros pâté à lancer depuis le dessus de la bibliothèque. J'ai pas bien vu quelle carte était dans les deux piles. Sur un air de jamais plus et j'ai pas bien vu l'autre. Du coup, il y a un Barrogoyf et une Virtue of Persistance, me semble-t-il. Alors, je sais pas si ce sera pertinent, mais il faut quand même garder à l'esprit que l'anneau tente Antoine, que si jamais il fait Snapcaster dans Sauron's Ransom, ça pourra s'avérer pertinent s'il a une créature on board. Du coup, du côté d'Antoine, à son tour, on tente de faire passer un Pyrogoyf, un Barrogoyf, qui se prend sa Manalik, ce qui est assez embêtant pour Antoine, qui est obligé de claquer littéralement son Counterspell. Du côté de Kozukin, on est assez content de cet échange, en sachant en plus qu'il y a un Leyline Binding pour venir clôturer le tout. Pour dire non, c'est moi qui aurai le dernier mot. Sachant qu'en plus, à part des boons, il n'y a pas grand chose en Dimir qui va venir détruire des enchantements. La question se posait typiquement avec Blood Moon. Comment détruire Blood Moon dans Dimir? Faut la contrer. On voit qu'il y a un Oko, un DT dans la main de Kozukin, donc ça veut dire tout un tas de choses. À voir comment est-ce qu'il évalue l'état de la partie et ce qu'il se sent devant, derrière. Oko c'est pas mal. Ça vient proposer une cloque. À moins en plus qu'Antoine puisse sacrifier son Hidetsugu et Kairi en éphémère, un +1 de Oko pourra le transformer en 3-3 Elk qui amoindrit sensiblement la puissance de Hidetsugu et Kairi. Qui est lancé, qui se prend son petit wash away comme un chef. On voit dans un petit coin quand même du côté d'Antoine qu'il y a un Creeping Tar Pit. Faut quand même le garder à l'esprit, ça peut venir quand même gratter des points assez fortement. Ou infliger un certain nombre de blessures à Oko. D'ailleurs, en parlant d'Oko, c'est assez intéressant. Louis fait le choix de faire un -5. Il était donc à 6-1, donc il est à 1. Le Oko qui va pouvoir se faire terminer du coup par le Creeping Tar Pit. Kozukin qui intelligemment vient piquer le caillou, le cachet d'Antoine pour l'empêcher de relancer son général au prochain tour, à moins qu'il ait un Dark Ritual. Bon, pour le coup, il va lui rendre 3 points de vie, mais bon. Je pense que c'était une ligne de play qui était assez intéressante.
On propose un DT du côté de Kozukin avec 3 mana up. Je sais pas si on va chercher un contre ou quelque chose d'assez impactant. Je le vois s'arrêter sur Animate Dead. Ça peut être assez pertinent de ranimer un Barogoyf ou éventuellement un Belfoustrix, même si c'est quand même vachement moins fort avec 0 de force. TNN, je suis pas vendu sur le fait que c'est une carte excellente dans le match-up. Sachant qu'Antoine joue quand même une petite ribambelle d'effets de sacrifice ainsi que de Vras. Du coup pour 3 assez logiquement on joue la TNN, on nomme l'adversaire parce que sinon une 3 en vanille pour 3 c'est bien naze. Pour rappel il y a effectivement une Virtue of Persistence du côté d'Antoine qui peut à défaut, bon il lui manque encore un petit mana ou deux, la slammer littéralement et faire quand même une certaine value assez conséquente. Ouais je pense que là le play logique c'est d'aller finir le Oko. Ok ça coûte 4 mana mais franchement c'est peu cher payé pour une carte qui pourrait snowball la partie à elle toute seule. Phase d'attaque pour 3 du côté de Kuzukin. En plus du côté d'Antoine il manque un mana pour pouvoir sacrifier la foudre en fin de tour. Cette foudre qui fait un time walk hein, avec TNN on board comme seule pression. Deathrite Shaman assez pertinente dans le match-up. Ça permet d'exiler des cartes. On sait qu'il y a typiquement le Cryptic Command et Mystic Sanctuary Lock. Tout un tas de cartes qu'on a pu voir même un petit peu qui viennent se préoccuper du cimetière, que ce soit Psychic Frog ou éventuellement même surtout Barogoyf d'ailleurs. Ezio qui est proposé, donc là il est littéralement envoyé au casse-pipe étant donné qu'il y avait l'information de la Virtue. Fury qui est pioché, ça pourrait être vraiment pas mal. A voir si on recaste Ezio, si on slam sa Fury. Oui, il y a un Pyrogoyf également. Pyrogoyf, j'ai pas l'info de combien il est, je dirais au moins 4 au doigt mouillé. Sachant que la Virtue n'est pas au cimetière, mais est bien en aventure. Donc il y a une petite confusion de la part d'Antoine. Et c'est un Siphon Insight qui est lancé. Carte assez intéressante, qui permet de regarder les deux cartes du dessus de la bibliothèque adverse, d'en exiler une face cachée, de remettre l'autre en dessous, et de pouvoir lancer avec du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur ce sort. C'était donc un fetch qui était pris pour Antoine. A priori, ça devait être 2 terrains ou vraiment quelque chose de pas foufou. Après, ça tombe bien, Antoine, c'est ce qu'il cherche, hein, des terrains pour pouvoir relancer son général. Il passe donc à 7 mana. Juste ce qu'il faut pour relancer Hidetsugu. Dans tous les cas, il a plus grand chose d'autre à faire. Éventuellement poser la Virtue of Persistence, mais je crois que c'est un play qui est quand même un peu fatigué par rapport au reste. Là, ce qu'il veut, c'est toper un banger. Je crois avoir vu du coin de l'œil, je sais plus comment il s'appelle ce sort, mais ça prend le tour adverse en gros, ça prend le contrôle du tour adverse. Un sort à genre 8 je crois. Chaos Defiler. Je sais pas s'il faut tomber dans le piège de sacrifier, de détruire le général adverse. Parce que c'est quitte ou double. C'est soit il a mis la carte au-dessus, soit en deuxième position, soit il en a pas. Je crois que Kuzukin c'est un partisan de détruire HNK à vue. Chaos Defiler, Jbing,
World Sphere, ce qu'elle s'appelle cette carte. C'est donc une sorte de time walk, étant donné qu'on ne rend pas un tour à l'adversaire après lui avoir pris le sien, comme peut le faire Emrakul à 13. Donc là, Kozuki, il va devoir envoyer sa Fury au casse-pipe, parce que sinon il va se prendre trop de points dans la gueule. Pas le choix. Il est obligé de jeter sa main. On voit une activation de... comment s'appelle-t-elle Deathrite Shaman. Et on pitch du coup naturellement la Fury qui va soit rien infliger, soit s'infliger 4 points elle-même. Et c'est un Necrotic X qui est hardcast, qui permet de sacrifier 6 créatures. Donc en gros il est révélé pour dire bon bah de toute façon tu remonteras pas mon coco, c'est moi qui ai gagné. Deuxième partie, cette fois-ci c'est Kozuki qui débute. C'est dommage quand même, parce que le Ezio était quand même en position dominante. On voit encore une fois la difficulté du match-up. Hidetsugu peut sortir une victoire de n'importe... nulle part. De n'importe où. Et de n'importe quoi. Pour 2, on propose un Territorial Kavu, une créature overstatée qui permet d'exiler les cimetières et de looter, qui se prend son spell snare. Toujours ça de prix là-dessus et pas sur Ezio. On voit qu'il y a une animée de dead dans la main de Kozuki, à voir si jamais il décide de la rejouer sur Kavu. A priori c'est le play. Kavu qui en l'état est 1-2 et qui peut monter jusqu'à 3-4 avec le fetch. Bon bah c'est bien, il fait tomber les anti-bêtes et les contres. Le but c'est de travailler l'adversaire au corps et de générer plus de value que lui. En fin de tour on joue un Surveil Land assez logiquement. Du coup pour les joueurs de Ezio qui me regardent, pour rappel, Johan Dudonian, donc le créateur du deck, nous avait précisé que il était préférable au niveau du séquençage des fetch d'aller chercher dans les 2 premiers tours un blanc-noir et un bleu-rouge. Et ensuite, généralement, on voit comment ça se passe, mais on peut aller chercher un bleu-vert en fonction de si on anticipe flash ou pas. Ça nous permet d'avoir 2 bleus au tour 3, d'avoir nos 5 couleurs et d'avoir le domaine à 5. Du coup en fin de tour on décide de ne pas aller chercher un Surveilland mais plutôt un Scrubland pour pouvoir faire un Cling to Dust, retirer le vilain Spell Snare qui pourrait nous embêter ultérieurement, sur un Snapcaster Mage par exemple, et piocher une petite carte sur Cling to Dust. Bon, on cafouille un peu sur comment est-ce qu'on paye le Ezio. Il est lancé dans 3 mana et quelque chose comme 3 ou 4 cartes en main. Ouh le vilain, la petite Force Spike qui pourra venir punir un Antoine qui essaye de curver trop fort. On verra si ce sera le cas. Je crois que c'est un Oko encore à gauche. Ah non, c'est un Teferi. Ouh, Teferi c'est sacrément solide. Teferi, ça empêche Hidetsugu Kairi de lancer son sort depuis le dessus de sa bibliothèque depuis l'exil. Parce qu'en effet, à moins que ce ne soit un éphémère, et bien souvent les gros pâtés que Hidetsugu et Kairi lancent, c'est des rituels. Même dans tous les cas, je sais pas ce que je raconte. Tef à 3 empêche complètement d'activer la capacité de Hidetsugu et Kairi. Faudrait vérifier le wording exact, savoir si l'adversaire prend quand même les dommages ou pas. Je crois bien que oui. Counterspell sur Ezio qui est lancé.
Brainstorm. On creuse. Là, cette fois-ci, on s'expose à un Orcish Bowmasters, mais je crois qu'on n'a pas le choix. Il me semble qu'Antoine creuse quand même assez fort pour aller trouver ses terrains. Du coup, Antoine continue de résoudre son brainstorm qu'il a fait, me semble-t-il, en main phase 1. L'idée, c'est vraiment de creuser, d'essayer de l'associer avec un fetch, a priori qu'il n'a pas trouvé, étant donné qu'il a l'air de vouloir lander, c'est ça, une île. Avant de repasser à Kozukin, qui, on le voit, a un Tef A3 ainsi qu'une Force Spike. Tef A3, ça peut être vraiment une excellente carte dans le match-up, notamment parce que ça empêche typiquement les effets de Hidetsugu et Kairi, de s'activer, étant donné que les rituels ne peuvent être, enfin les sorts que nos adversaires contrôlent ne peuvent être lancés qu'à des comme des rituels. Donc on voit que Antoine répond avec un Wash Away payé à 3 qui du coup assez logiquement se prend une Force Spike. Donc Teferi résout. J'ai peur que Kozukin a dû faire un -1 pour piocher. Je pense que c'est un petit peu trop gourmand. Parce que typiquement il s'expose à n'importe quelle créature célérité ou effectivement Orcish Bowmasters qui vient terminer le job. Ça c'est vraiment dommage du côté de Kozukin de ne pas avoir été un peu plus conservateur, ne serait-ce que pendant un tour de faire un +1 pour s'assurer de justement ne pas se prendre un bête effet de Orcish Bowmasters qui est vraiment dévastateur là quand même, hein, parce que là en plus Antoine il nous a proposé une Temple of the False God qui va l'accélérer dans sa sortie, ce qui fait qu'Antoine va pouvoir proposer Hidetsugu et Kairi au prochain tour avec potentiellement un contre ou un removal en complément, ou alors un terrain pour le sacrifier, et surtout le lancer pendant les 2-3 prochains tours qui arrivent, quoi. Donc ça peut vraiment être problématique. Pendant que Kozukin galère un petit peu à trouver son fetch. En l'occurrence, le Triome, c'est une idée que j'ai eue, qu'au final, je suis revenu dessus. J'ai préféré, au lieu du Triome Sultai, qui étaient principalement les deux couleurs qu'on voulait chercher majoritaire, bleu et noir, et le vert qu'on avait un peu plus de mal à les chercher, j'ai mis un Surveilland blanc-bleu pour le coup, puisque l'idée c'est de préparer Flage, et alors ce Triome, c'est bien les deux seules couleurs qui ne sont pas dessus, c'est blanc et rouge. C'est un des arguments principaux qui m'a fait le cut et le remplacer. Un terrain tape que j'envisage éventuellement au-dessus du troisième Triome, ce serait Creeping Tar Pit. Suite à justement une discussion de Maximilien Khalil sur le fait de pourquoi pas avoir au moins un Manland qui pourrait être vraiment pertinent. Pareil, Nadu, elle a fini par sauter. C'est une excellente carte, faut pas lui retirer ça, mais c'est juste tribal gros ton et on prend les meilleures cartes de notre classeur et c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Essayer de trouver quand même une certaine cohérence et une ligne directrice, en l'occurrence tempo. Donc Nadu c'est très fort parce que ça fait au pire du 1 pour 1, mais enfin. Du coup, du côté d'Antoine, comme ce que je disais, on lance son Hidetsugu Kairi qui pour le coup résout. Va falloir faire attention parce qu'en plus il y a une Phyrexian Tower, ouais, c'est un peu comme si je l'avais call. Donc a priori, si Antoine a pioché un gros drop, il va être au-dessus de la bibliothèque. En l'occurrence, on prend 4 et on propose à l'adversaire de révéler la carte du dessus pour essayer de détruire Nadu. Le but c'est de dégager le passage pour pouvoir éventuellement attaquer avec les deux petits jetons, enfin les deux créatures du Orcish Bowmasters. Voyons voir si Kozukin a de quoi répondre. Il me semble qu'il y a un Cling to Dust qui est toujours dans le cimetière de Kozukin. Il va y avoir un paquet de cartes aussi. C'est pas impossible qu'il le lance. A priori c'est le cas. Voyons voir ce qu'il cible. Ouais, ça. A priori c'est un counter spell qui a été retiré du cimetière. Effectivement, c'est toujours embêtant. Trigger Pioche qui active Orcish Bowmasters. Donc alors là vraiment
Tant qu'à faire les choses mal, autant aller jusqu'au bout. Enfin, pas exactement ça, mais c'est juste que c'est vraiment anti-synergique, quoi. Alors que si on avait eu le Teferi qui avait été plus au lieu de moins, Hidetsugu aurait été bien moins menaçant. Enfin, Ezio, ça joue quand même un paquet de bonnes cartes. Il y a toujours de quoi remonter. Fatal Push, qui n'atteindra jamais Hidetsugu étant donné qu'il a 5 de mana value. Par contre, ça peut venir péter Urkish Bowmasters. Réduire la cloque, ou le jeton éventuellement. Pour 4 Ezio, le but c'est de proposer tout de même une certaine cloque. Après, il peut juste se faire bloquer par Orkish et son jeton. Et a priori, on a le Delirium, puisque du côté de Kozukin, on va venir faire un Unholy Hit. Antoine décide, non, c'est moi qui sacrifie mon général, c'est pas toi qui me le détruis. Trigger, et ouais, bah là c'est cuit. Ouais, Necrotic X qui vient faire sacrifier tout le board d'Ezio, ainsi que de mettre 6 jetons, sachant qu'on était pendant le tour de Kozukin. Au tour d'Antoine, il peut attaquer, il a déjà perdu trop de points de vie. Une belle fessée. Kozukin m'avait déjà tenu au courant de l'issue de cette partie, mais c'est assez intéressant de commenter pour voir les plays qui ont justement été faits, qui ont été optimales pour certains et un peu moins pour d'autres. Toujours assez intéressant de voir ce genre de match-up. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour la prochaine ronde, où on va retrouver à nouveau notre ami Kozukin sur Ezio, qui cette fois-ci va affronter un autre ami, Maximilien, qui est sur Felia. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck.